76 rue Xingye à Shanghai se trouve une construction de style local ayant une longue histoire. Il y a un siècle, le premier congrès du PCC s'est tenu ici. Le 31 octobre 2017, une semaine après la clôture du 19e congrès du PCC à Beijing, le secrétaire général Xi Jinping s'est déplacé à Shanghai avec les autres membres du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC pour visiter le siège du premier congrès du PCC. 我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。拥护党的纲领。拥护党的纲领。遵守党的章程。遵守党的章程。履行党员义务。履行党员义务。 Leurs voix retentissent dans le hall, impressionnant l'assemblée présente. Remontons en 1840, année où le Royaume-Uni, puissance capitaliste européenne, lance la guerre de l'opium. Les troupes britanniques ont traversé des mers et océans pour envahir la Chine. Avec seulement quelques milliers de soldats, elles sont montées au nord le long de la côte chinoise et ont vaincu la dynastie des Qing, qui se prenait encore pour l'Empire du Milieu. Depuis la première guerre de l'opium, les envahisseurs occidentaux ont utilisé la force de manière répétée pour contraindre la Chine à signer des centaines de traités inégaux. Le gouvernement Qing, corrompu et inapte, devenait progressivement l'outil des puissances étrangères leur permettant de contrôler la Chine. En 1901, le gouvernement Qing a été forcé à signer un protocole avec des pays impérialistes. C'est le traité qui a imposé à la Chine moderne la plus grosse pénalité financière. Le protocole stipule le paiement d'une indemnité de 450 millions de taels d'argent selon le taux de change de l'époque, sans compter les intérêts annuels. Dans le même temps, Dongjiao Minxiang est devenu un quartier des concessions dans l'enceinte de Beijing, placé sous contrôle militaire des puissances étrangères. Aucun Chinois ne pouvait y résider. C'était désormais une zone hors de la juridiction chinoise, à proximité du palais impérial, géré par les puissances impérialistes. Avec la signature du protocole de 1901, la Chine devient une société mi-coloniale et mi-féodale. En 1904, dans le journal dont il est l'éditeur, Chen Duxiu écrit un poème. « Je regarde mon pays mourir avec ses milliers d'années d'histoire. Mes 400 millions de compatriotes sont en difficulté. Ceux qui se soucient de la nation souffrent, tandis que ceux qui ne voient que leurs propres intérêts demeurent indifférents. » Alors que la Chine se transforme en une société mi-coloniale et mi-féodale, le peuple chinois ne cesse de se battre contre le pouvoir corrompu et les envahisseurs étrangers. Il est à la recherche d'une voie de développement.
Révolte des Taiping, réforme des 100 jours, révolte des boxeurs. De nombreuses personnes de bonne volonté ont mené une lutte opiniâtre pour le salut national et le redressement du pays. En octobre 1911, une révolution met fin à la monarchie absolue qui régnait en Chine pendant plus de 2000 ans. La révolution de 1911 marque le début de la révolution démocratique et nationaliste des temps modernes. Elle ouvre la porte au progrès de la Chine, libère l'esprit de la nation chinoise et contribue à la transformation de la société chinoise. Mais cette révolution n'a pas changé le destin misérable du peuple chinois, car elle n'a pas changé la nature de la société chinoise. Tour à tour, les forces politiques et personnalités éminentes de l'époque ont tenté en vain de réaliser le salut national, et le peuple chinois continuait de vivre dans la souffrance et l'humiliation. En septembre 1915, Chen Duxiu fonde à Shanghai la revue La Jeunesse, qui préconise la démocratie et la science et s'oppose aux étiquettes et morales anciennes. Dans cette revue, le jeune Li Dazhao publiera un article intitulé « Jeunesse ». En 1917, Chen Duxiu est désigné par le directeur de l'université de Pékin, Tsai Yuanpei, pour occuper le poste de doyen de la faculté des lettres. La rédaction de la revue La Jeunesse est ensuite déménagée à Beijing. En janvier 1918, Li Dazhao est nommé directeur de la bibliothèque de l'université de Pékin. Peu de temps après, Mao Zedong, un des fondateurs de l'Institut Shinmin dans la province du Hunan, vient à son tour à l'université de Pékin. Ces trois hommes ne savent pas encore qu'ils changeront bientôt le cours de l'histoire chinoise. La jeunesse était désormais basée à l'université de Pékin. Lu Xun et Li Dazhao en étaient des chroniqueurs importants. La revue et l'université servaient de théâtre majeur au mouvement Nouvelle Culture. Alors que le mouvement Nouvelle Culture promulgue le modèle de démocratie capitaliste pour sauver la nation, la Première Guerre mondiale met en évidence les problèmes insurmontables du système capitaliste. À cela s'ajoutent les échecs des Chinois souhaitant gérer le pays sous un modèle occidental. Les militants avancés remettent alors en question la faisabilité d'une république capitaliste en Chine. En 1917, la révolution russe apporte aux Chinois le marxisme-léninisme. Son appel à lutter contre l'impérialisme attire particulièrement l'attention des Chinois qui ont longtemps souffert des puissances impérialistes. Les Chinois se penchent désormais sur le socialisme et se mettent à apprendre le marxisme qui a servi de guide pour la révolution russe. Li Dazhao est la première personne à introduire l'esprit de la révolution russe en Chine. Dès juillet 1918, il publie plusieurs articles tels que « Comparaison des révolutions françaises et russes »,« Victoire du peuple » et « Victoire du bolchevisme », dans lesquels il qualifie la révolution russe de 1917 de pionnière de la révolution mondiale au XXe siècle et de lumière de toute l'humanité. Il prédit
que le monde de demain verra les drapeaux rouges partout. Durant la première moitié de l'année 1919, les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont tenu la conférence de la paix de Paris, au cours de laquelle ils ont refusé les demandes légitimes de la Chine et ont transféré au Japon les privilèges dont jouissait l'Allemagne dans la province chinoise du Shandong. Le gouvernement chinois de l'époque, soumis aux pressions des puissances occidentales, se préparait à signer le traité de Versailles. Quand la nouvelle arrive en Chine, la colère accumulée des Chinois finit par éclater. Le 4 mai, plus de 3000 étudiants venus de tous les coins de Beijing se rassemblent devant la porte Tiananmen. Face aux forces militaires et policières, ils manifestent en clamant les slogans « Rendez-nous Qingdao »,« Annulez les 21 demandes »,« Défendons la souveraineté et punissons les traîtres ». Durant le mouvement du 4 mai, la classe ouvrière chinoise monte sur le devant de la scène politique de manière indépendante. Née dans la société mi-coloniale et mi-féodale, elle est principalement composée de paysans et d'artisans ruinés. À la veille du mouvement du 4 mai, la Chine compte un total de 2 millions d'ouvriers. Dans la Chine mi-coloniale et mi-féodale, la classe ouvrière souffre d'une oppression grave et cruelle, rarement vue dans toutes les nations du monde, marquée par de longues heures de travail, de faibles revenus et de mauvaises conditions de travail. Le 5 juin 1919, des ouvriers à Shanghai déclenchent une grève en soutien aux étudiants qui manifestaient. En quelques jours, le nombre de grévistes atteint les 60 000 à 70 000. Les ouvriers de Beijing, Tangshan, Hankou, Nankin, Changsha les rejoignent. Des commerçants de plusieurs grandes et moyennes villes ont pour leur part fermé leur commerce. À l'apogée du mouvement, une centaine de villes dans une vingtaine de provinces sont mobilisées. Sous la pression du peuple, le représentant du gouvernement chinois ne s'est pas présenté à la signature du traité de Versailles le 28 juin. Le mouvement du 4 mai a fait progresser la société chinoise, a contribué à la diffusion du marxisme en Chine et a jeté la base idéologique pour la création du PCC. À la suite du mouvement du 4 mai, Li Dazhao consacre le numéro 5 du volume 6 de La Jeunesse à l'étude du marxisme. Il aide le journal de Beijing, Le Matin, à ouvrir une rubrique spéciale sur l'étude des théories de Karl Marx. Le leader spirituel du mouvement Nouvelle Culture, Chen Duxiu, apporte aussi le marxisme. 五四运动以后啊，当时随着中国社会的内部就出现了一批接受了马克思主义的先进分子，这样呢，这个成立中国共产党的问题呢，就提到议事日程上来了。那么最早商议成立中国共产党的，我还是陈独秀和李大钊。在那个1927年的5月。 就当时在武汉召开一个就是悼念李大钊同志死难的一个大会，就陈独秀和李大钊的好朋友高一涵在这个大会上面他讲，他说1920年的2月，当时李大钊就是画章就送那个
陈独秀啊到天津准备南下的时候，在路上呢，他们就商议了，就是计划组织共产党。En mars 1920, sous l'égide de Li Dazhao, 19 étudiants de l'université de Pékin, dont Deng Zhongxia, créent secrètement l'Institut du marxisme de l'université de Pékin. C'est le premier groupe d'études et de recherche du marxisme en Chine. La salle de lecture fut nommée Pavillon communiste. Le pavillon communiste est la première bibliothèque chinoise à se doter d'une collection d'ouvrages marxistes. Encore maintenant, dans la bibliothèque de l'université de Pékin, on peut y trouver 8 livres portant le sceau « Collection du pavillon communiste ». En mai 1920, Chen Duxiu propose de créer un autre institut du marxisme à Shanghai. Yu Xiusong, Chen Wangda, Li Ta et Li Hanjun y adhèrent ensuite successivement. En avril 1920, le représentant du Parti communiste de l'Union soviétique, Grigory Voitinsky, rencontre Li Dazhao à Beijing et Chen Duxiu à Shanghai. Par ces entretiens, ces derniers prennent connaissance de la révolution russe. Plus tard, ils échangeront des courriers pour parvenir à une convergence sur la création du PCC. En août, la première organisation primaire du PCC est fondée à Shanghai, avec Chen Duxiu comme secrétaire. Depuis lors, le site de la rédaction de La Jeunesse possède une identité de plus, celle du berceau du groupe préparatoire pour la création du PCC. Le village de Fenshuetang, au nord-ouest de la ville de Yiwu, dans la province du Zhejiang, est le village natal de Chen Wangda. En février 1920, il retourne secrètement au village pour traduire le manifeste du Parti communiste. 恩克斯讲过，要把宣言翻译成其他国家的文字是异常困难的。我父亲呢是搞语言的，就想到一个问题，他说中国的知识分子看得懂吧？如果不识字的，你读给他听，他听得懂吗？在这样情况下，他就花了大概是比平时多5倍的这个功夫，才把它翻译完成。En août 1920, la version chinoise du manifeste du Parti communiste est publiée. C'est un événement jalon dans l'histoire du développement du marxisme en Chine. En octobre, Li Dazhao crée une autre organisation primaire du PCC à Beijing. En novembre, cette organisation se transforme en cellule du PCC pour Beijing, Li Dazhao étant le secrétaire. 当这个陈独秀在上海酝酿建党的时候，他对这个党应该叫什么名称，自己没有把握，就写信给李大钊征询他的意见。李大钊说，这个党应该叫共产党，这才是第三国际的意思。 Le 7 novembre 1920, l'organisation primaire du PCC à Shanghai crée le mensuel Parti communiste, arborant ainsi le drapeau du Parti communiste en Chine. Au 15 rue Raymond Tellier à Montargis se trouve une vieille construction de 3 étages. Tsai He-sun et d'autres membres de l'Institut Shinmin, poursuivant leurs études en France, ont habité ici. Durant son séjour en France, Tsai He-sun écrit 2 fois à Mao Zedong pour exposer ses points de vue sur les théories marxistes et proposer de créer un parti communiste chinois. Mao Zedong répond aux 2 courriers en indiquant « Vous avez tout à fait raison.
Je suis d'accord avec chaque mot que vous écrivez. Sous l'impulsion des organisations à Shanghai et à Beijing, les villes de Changsha, Wuhan, Guangzhou et Jinan se dotent tour à tour d'organisations primaires du PCC. Au Japon, en France, des étudiants et ressortissants chinois établissent aussi des organisations du genre.我父亲等于是从8月份去了长沙之后，就是21年，他是20年去的，然后就参加了学会。就在新民协会的同时呢，就各地已经开始建立共产主义者小组。听说当时湖南的小组是发展了5个党员，那时候我父亲还不是党员。我们学校的老师啊，都是第一师范来的，都是毛泽东的同学，都是共产党员。开会的时候就学共产党宣言，共产主义 ABC， 那都是自己把谣言演辑出来的，那演得很差的，但是非常神圣。En juillet 1921, le premier congrès du PCC se tient au 106 rue Wangzhe, dans la concession française à Shanghai, correspondant à l'actuelle 76 rue Xingye. Parmi les participants, Lita Li Hanjun de Shanghai, Zhang Guotao, Liu Zhenjing de Beijing, Mao Zedong, He Shuheng de Changsha, Dong Biwu, Chen Tanqiu de Wuhan, Wang Jinmei, Deng Enming de Jinan, Chen Gongbo de Guangzhou, Zhou Fohai de retour du Japon et Bao Huiseng envoyé par Chen Duxiu. Il représentait la cinquantaine de membres du PCC de l'ensemble du pays. Les représentants de l'internationale communiste Maring et Nikolsky étaient présents. Chen Duxiu et Li Dajiao n'ont pas pu y assister. Dû aux harcèlements des espions et des agents de la police de la concession française, le Congrès déplace les travaux du dernier jour sur un bateau au milieu du lac Nanhu à Jiaxing, dans la province du Zhejiang. Le Congrès adopte le premier programme du parti, définit son nom comme Parti communiste chinois, définit comme objectif le socialisme et le communisme et souligne l'usage des moyens révolutionnaires pour atteindre ces objectifs. Le premier congrès du PCC décide de mettre en place un bureau central comme organe dirigeant par intérim. Chen Duxiu est élu secrétaire du bureau central. Un PCC uni à l'échelle nationale voit ainsi le jour. Des membres fondateurs du PCC, tels que Mao Zedong et Dong Biwu, ont poursuivi leurs convictions avec détermination et sont devenus dirigeants du parti. Certains ont sacrifié leur vie à la cause du parti. Certains ont abandonné le parti à mi-chemin. Tandis que certains autres, comme Zhang Guotao, Chen Gongbo et Zhou Fohai, ont trahi le parti et la nation. En poursuivant son avancée avec les meilleurs militants, le PCC est devenu de plus en plus ferme et puissant. « 秀水泱泱，红船依旧。时代变迁，精神永恒。承载着民族希望的小小红船，如今已经变成承载着13亿多中国人民希望的巨轮。只有几十个人的中国共产党。 如今已经发展成为拥有8900多万名党员的世界第一大党。只有不忘初心，牢记使命，永远奋斗，才能让中国共产党永远年轻。 La création du PCC
est un événement qui a marqué l'histoire du développement de la nation chinoise. C'était une nécessité historique et un choix du peuple. Le PCC est le parti de la classe sociale la plus avancée, la classe ouvrière chinoise. Il représente non seulement les intérêts de cette classe, mais aussi ceux du peuple chinois dans son ensemble et de toute la nation chinoise. Avec la création du PCC est né le nouveau visage de la révolution chinoise.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都